Bonjour, bienvenue sur NTD Actualité. La semaine dernière, le président Emmanuel Macron s'est rendu à Pékin pour rencontrer son homologue chinois Xi Jinping, dans l'espoir de faire avancer la situation en Ukraine. Macron a demandé à la Chine de jouer un rôle de médiateur auprès de la Russie pour résoudre le conflit ukrainien. Malgré les retrouvailles fastueuses, la réunion n'a pas conduit à des résultats concrets. Le chemin de paix semble être dans une impasse alors que Xi Jinping s'en tient à des déclarations de principe sur les armes chimiques et sur le recours au feu nucléaire. La semaine dernière, le président Emmanuel Macron s'est rendu à Pékin pour rencontrer son homologue chinois Xi Jinping dans l'espoir de faire avancer la situation en Ukraine. Il a demandé à la Chine de jouer un rôle de médiateur auprès de la Russie. Mais les discussions pour la paix semblent être dans l'impasse. Le chef du Parti communiste chinois s'en tient à des déclarations de principe sur les armes chimiques et sur le recours au feu nucléaire, et ne condamne pas la décision de Vladimir Poutine d'installer des ogives nucléaires en Biélorussie. Ce qui est non conforme aux engagements pris à votre égard, à notre égard et au droit international. Le président chinois a également appelé à la mise en place d'une architecture de sécurité européenne équilibrée, efficace et durable, tout en condamnant l'adhésion de la Finlande à l'OTAN dans le China Daily, quotidien du Parti communiste chinois. Avec ce voyage diplomatique, Emmanuel Macron espérait ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations. Mais pour l'instant, les retrouvailles fastueuses entre les deux dirigeants ont été vaines. Xi Jinping s'est seulement engagé à parler au président ukrainien Volodymyr Zelensky, et uniquement quand les conditions seront réunies. Par ailleurs, le président Emmanuel Macron a exprimé sa position sur la question de Taïwan lors d'une conférence de presse à Pékin, après que Xi Jinping a déclaré que quiconque pensait pouvoir influencer Pékin sur cette question se berçait d'illusions. Emmanuel Macron a rejoint l'avis du président chinois, affirmant que les Européens n'avaient pas réussi à régler la crise en Ukraine et qu'il n'était pas crédible de menacer la Chine en cas d'intervention sur Taïwan. Aussi, lors de son vol présidentiel entre Pékin et Canton dans le sud de la Chine, Macron a souligné l'indépendance stratégique de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, déclarant que le grand risque pour l'Europe serait de se retrouver entraînée dans des crises qui ne sont pas les nôtres, ce qui nous empêcherait de construire notre autonomie stratégique. Les États-Unis enquêtent sur une fuite présumée de documents militaires classifiés. Un responsable du Pentagone a en effet affirmé que des captures d'écran d'informations militaires classifiées des États-Unis et de l'OTAN sur l'Ukraine ont circulé sur Internet vendredi 7 avril. NTD n'a pas vérifié de manière indépendante l'authenticité de ces documents. Le porte-parole adjoint du Pentagone n'a pas voulu s'exprimer sur l'authenticité des documents, mais dans une déclaration, le ministère de la Défense a pris connaissance des rapports et a examiné la question. Un conseiller du président ukrainien a déclaré qu'il pensait que les Russes étaient à l'origine de cette prétendue fuite, ajoutant que les documents étaient basés sur une grande quantité d'informations fictives. Que les documents soient authentiques ou non, cela a renforcé l'attention sur le moment où la contre-offensive ukrainienne prévue commencera. Par ailleurs, un porte-parole du Kremlin a déclaré que la Russie ne doute pas de l'implication des États-Unis et de l'OTAN dans la guerre, mais que cela n'influencera pas l'issue de ce qu'elle appelle une opération spéciale. Et la Russie a arrêté un citoyen américain pour espionnage. Evan Gershkovich est un correspondant pour le Wall Street Journal. Les dirigeants occidentaux et les confrères du journaliste affirment qu'il n'est pas un espion. Voici des éléments sur sa biographie en images. Evan Gershkovich, le correspondant du Wall Street Journal que la Russie a arrêté pour espionnage, réalise des reportages sur la Russie depuis 6 ans. Il parle couramment le russe, c'est un Américain né d'immigrés soviétiques et élevé dans le New Jersey. Ses reportages analysaient les retombées de la guerre de Moscou en Ukraine et la manière dont elle transformait la Russie. Et l'entourage du journaliste savait que c'était risqué. Gershkovich a plaidé non coupable. Voici la réaction de la Maison-Blanche. Ces accusations d'espionnage sont ridicules. Il est inacceptable que le gouvernement russe prenne pour cible des citoyens américains. Nous condamnons la détention de M. Gershkovich avec la plus grande fermeté. Gershkovich a rejoint le journal au moment où la Russie a envahi l'Ukraine l'année dernière. Il vivait à Londres mais se rendait fréquemment en Russie en tant que correspondant officiellement accrédité. C'est lors d'un de ses voyages dans la ville industrielle d'Ekaterinbourg, dans les montagnes de l'Oural, qu'il a été arrêté fin mars par le service fédéral de sécurité russe. Les allégations formulées par nos services de renseignement aujourd'hui ne sont pas liées à son activité de journaliste, elles sont liées à une activité non journalistique. Parmi ces reportages, on trouve des indications que les forces russes subissent de lourdes pertes et un bilan détaillé de ce qui n'a pas fonctionné dans le plan d'invasion.
Il a contribué à un article affirmant que le président Vladimir Poutine, isolé et méfiant, avait mis en place une structure de pouvoir qui alimentait ses erreurs militaires. Des dirigeants occidentaux, des groupes de défense des droits, des militants et des confrères ont demandé sa libération immédiate. Un militant et auteur conservateur veut neutraliser les jugements fondés sur la couleur de la peau. Kenny Xu est en croisade contre les politiques de recrutement fondées sur la race et met en garde contre le fait de choisir les futurs médecins, par exemple, en fonction de la couleur de la peau et non de l'excellence. Daniel Monaghan nous présente son combat contre ceux qui, selon lui, veulent diviser les États-Unis. L'auteur Kenny Xu est le fils d'immigrés chinois. Ils ont beaucoup sacrifié pour lui offrir le rêve américain et une vie dans un pays libre. Ils lui ont appris à chérir cette liberté. Oui, on est libre d'être paresseux dans ce pays et on peut même recevoir de l'argent pour cela, mais ce n'est pas ainsi que l'on réussit sa vie. Ce n'est pas ainsi que l'on peut avoir un impact sur sa communauté. Ce n'est pas ainsi que l'on peut être une bénédiction pour les autres. Mes parents m'ont donc inculqué ces valeurs et m'ont appris à respecter le fait de travailler dur. C'est pourquoi je tolère si peu la victimisation. Kenny dénonce les universités qui appliquent des politiques d'admission fondées sur la race, telles que la politique de diversité, d'équité et d'inclusion, appelée DEI, aux États-Unis. Ils disent, par exemple, qu'il n'y a pas assez de médecins noirs, ce qui n'est pas le cas, car il n'y a pas très peu de médecins noirs dans notre pays. Mais leur solution consiste à augmenter de force le nombre de noirs admis à l'école de médecine, même avec des normes et des qualifications inférieures. Cela revient bien sûr à un système de médiocrité forcée, où une personne sera promue parce qu'elle appartient à la bonne catégorie de victime. Kenny plaide également pour que la théorie critique de la race ne soit plus enseignée dans le système scolaire. Cette théorie affirme que l'Amérique est un pays systématiquement raciste à l'égard des Noirs. Cette théorie est aujourd'hui enseignée dans nos écoles et directement aux enfants américains, en les rabaissant, en leur faisant se sentir victimes et en leur donnant l'impression que la société est contre eux. Selon lui, c'est la pire chose à enseigner aux jeunes enfants. L'idée d'enseigner que la société est raciste à leur égard ne fait que nuire à leur santé mentale et accroît leur pessimisme et leur anxiété face au monde. Kenny lutte contre ces politiques de DEI par l'intermédiaire de son organisation Color Us United. La plupart des Américains s'entendent, la plupart des Américains ne veulent pas de DEI ou de wokisme, ils ne veulent pas qu'on leur dise qu'ils sont racistes, ils ne veulent pas qu'on leur dise qu'ils doivent avoir plus d'amis noirs, qu'ils doivent avoir plus d'amis asiatiques, qu'ils sont bien et qu'ils se sentent à l'aise dans leur communauté. Selon lui, cette idéologie est du racisme, car demande de juger en fonction de la race. Si vous assistez à une formation sur la diversité, vous verrez que l'on n'y parle jamais des raisons de voir au-delà des couleurs. Ne pas tenir compte de la couleur est un idéal américain. Il dénonce aussi la discrimination à l'encontre des Américains d'origine asiatique à Harvard dans son livre « Une minorité qui dérange ». Les Asiatiques doivent obtenir 440 points de plus aux évaluations nationales pour avoir les mêmes chances d'être admis qu'un étudiant noir. Selon Kenny, la véritable solution aux disparités raciales n'est pas le DEI ou les admissions basées sur la race, mais le bon vieux travail acharné. Les Américains d'origine asiatique montrent qu'en travaillant dur et en étudiant, on peut réussir aux États-Unis. En fait, les Américains d'origine asiatique consacrent 2 fois plus de temps aux études que l'Américain moyen. Ce n'est pas une question de race, il s'agit de leurs habitudes de travail. Kenny craint que l'Amérique ne revienne à une ségrégation fondée sur le ressentiment racial. Il appelle les gens à se réveiller et à voir le DEI et la théorie critique de la race pour ce qu'ils sont réellement. Le nouveau livre de Kenny, École Woke, comment la théorie critique de la race s'est infiltrée dans les écoles américaines et pourquoi nous devons nous les réapproprier, sortira en août. Daniel Monaghan, NTD Actualité. Parlons maintenant d'un autre combat. Celui-là est dirigé contre le prélèvement forcé d'organes en Chine. La législation américaine est en train de préparer des sanctions pour punir les auteurs de cette pratique inhumaine. En attendant, le Parti communiste chinois a trouvé le moyen de rendre d'autres pays complices de ses propres actes. Voici les explications. En janvier, la Chine a proposé la création d'une plateforme de partage d'organes pour vendre des organes à Hong Kong, Macao, Taïwan et aux pays participant à son initiative Ceinture et Route. La proposition a été faite par Huang Zhefu, ancien vice-ministre de la Santé du gouvernement chinois et responsable du programme de transplantation de la Chine. Huang s'est attiré les foudres de la communauté internationale pour son implication présumée dans les crimes de prélèvement forcé d'organes. Ce sont des absurdités, des absurdités. Je ne veux pas répondre aux questions.
Un hôpital chinois m'a proposé un foie rapidement. Comment cela a-t-il été possible ? Je ne veux pas écouter et répondre à la question. La provenance des organes utilisés en Chine est un sujet controversé. De nombreux rapports d'experts affirment que le régime détient des prisonniers de conscience qui constituent un réservoir de donneurs d'organes. La plupart d'entre eux sont des pratiquants du Falun Gong et d'autres minorités religieuses. Selon USA Today, on estime que 25 à 50 000 détenus sont assassinés chaque année pour leurs organes. Bien que le Parti communiste chinois affirme avoir mis en place un soi-disant système de don d'organes en 2015, sa transparence et sa traçabilité sont restées particulièrement faibles. L'utilisation d'organes de prisonniers et le prélèvement d'organes à vif se poursuivent. Teresa Xu est à la tête d'une coalition d'ONG, la Déclaration universelle sur la lutte et la prévention du prélèvement forcé d'organes. Elle exhorte le monde à refuser ce qu'elle appelle la diplomatie de l'organe de Pékin. Avec ce système de partage d'organes, le PCC cherche à blanchir les organes volés, prélevés de force ou sur des personnes vivantes. Il ne s'agit pas d'une coopération humanitaire. Nous le répétons, il s'agit d'une recherche de complicité au niveau international. Des groupes présents au Japon et en Corée du Sud envisagent de participer au partage d'organes avec la Chine communiste. Cette décision a suscité des réactions négatives. Il s'était engagé à mettre fin au tourisme de transplantation avant les Jeux olympiques de Pékin en 2008. Mais ils n'ont pas tenu leurs promesses. Ces faux engagements ont été pris pour échapper aux accusations concernant leur pratique de prélèvement d'organes à vif. Huang Zhefu est le responsable. Nous devrions réfléchir au type de coopération que nous pourrions avoir avec une telle personne et un tel groupe. Si nous rejoignons la Chine dans le partage d'organes, la demande augmentera et davantage de Chinois innocents seront concernés. Le peuple japonais, qui est attaché aux droits de l'homme et à l'éthique de la transplantation, ne partagera jamais des organes d'origine inconnue qui auraient pu être prélevés de force sur des êtres humains vivants. La communauté internationale ne doit pas participer au crime le plus odieux de l'histoire de l'humanité. En 2014, Huang, alors vice-ministre chinois de la Santé, s'était déjà rendu à Taïwan pour promouvoir sa plateforme de transplantation d'organes entre les deux rives du détroit. Taïwan et Hong Kong ont tous deux décliné son offre. En 1998, l'accord du Vendredi Saint a mis fin à 30 ans de violence en Irlande du Nord. Le président américain Joe Biden et l'ancien président Bill Clinton devraient se rendre à Belfast cette semaine à l'occasion des 25 ans de la signature de cet accord historique. Patricia Devlin, notre consoeur d'Epoch Times, basée en Irlande du Nord, nous présente les événements qui vont marquer cet anniversaire. Bonjour Patricia, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Quels sont les événements organisés en Irlande du Nord pour marquer l'anniversaire de l'accord du Vendredi Saint ? Quelques événements ont déjà eu lieu. Jane, beaucoup de gens commémorent l'anniversaire durant le Vendredi Saint et non la date réelle qui est le 10 avril. Ce vendredi matin, de nombreuses victimes des conflits se sont rassemblées sur une plage du comté de Down pour assister au lever du soleil qui, j'en suis sûre, était très beau et très symbolique. Il y aura également un rassemblement des différentes communautés d'Irlande du Nord, où les murs de la paix sont toujours érigés dans certains quartiers de Belfast, 25 ans après que nous ayons trouvé la paix. Ainsi, des membres du quartier loyaliste de Shankill Road à Belfast, majoritairement unionistes, et des personnes du quartier républicain de Forth Road, majoritairement nationalistes, se réuniront pour former un mur de la paix humain afin de marquer l'anniversaire de l'accord du Vendredi Saint. En outre, des personnalités politiques ayant participé aux négociations il y a 25 ans se réuniront dans les bâtiments du Parlement à Belfast. Et 25 ans plus tard, diriez-vous que les activités des républicains dissidents sont en augmentation en Irlande du Nord ? Je ne dirais pas qu'elle augmente, mais je dirais que la police a parfois plus de mal à faire face à la menace parce qu'elle est si sporadique. Et parce que même en essayant de démanteler ces organisations et en y parvenant très bien, on s'aperçoit qu'elles peuvent encore donner lieu à des attaques graves et mortelles, comme nous l'avons vu avec l'assassinat de l'inspecteur John Caldwell, il y a un peu plus d'un mois, l'un des officiers de police les plus haut placés et les plus en vue avoir été pris pour cible par des républicains dissidents.
La différence entre les républicains qui ont perpétré des attentats il y a plus de 25 ans et ceux qui ne représentent plus aucune menace, c'est qu'il n'y a pas de soutien pour ces personnes, la majorité de la communauté. Personne ne veut plus de violence en Irlande du Nord. C'est pourquoi tant de gens ont voté pour l'accord du Vendredi saint. Les républicains dissidents qui commettent ces attentats aujourd'hui sont donc éloignés de l'IRA qui a mené une campagne soutenue et très dangereuse en Angleterre, dans le monde entier, en Allemagne et ailleurs, et qui a pris pour cible des membres des forces de sécurité et d'autres personnes alors que cette poignée de républicains dissidents n'a pas ces capacités. Patricia Delvin, merci beaucoup pour vos explications. Merci. Et on termine ce journal en compagnie d'une artiste qui vit en République tchèque. Elle a participé aux festivités de Pâques en fabriquant des œufs somptueusement décorés. Cette tradition a une longue histoire et elle compte bien la perpétuer. Andrew Thomas nous emmène à la rencontre de cette artiste. Dans la région de Moravie, en République tchèque, Marcela Hrabovská peint des œufs de Pâques. La tradition de peindre et de décorer les œufs à la main constitue une part importante de la Pâque tchèque. Hrabovská peut mettre jusqu'à 13 heures pour terminer un seul œuf de Pâques. Divers matériaux peuvent être utilisés pour la décoration, tels que l'aquarelle et même les épluchures d'oignons. À l'origine, les artistes utilisaient les matériaux disponibles. Les gens utilisaient ce qu'ils trouvaient chez eux et près de chez eux. La paille était gratuite. La cire coûte de l'argent et Anna n'était pas une région riche. C'est pourquoi cette technique s'est développée là-bas. Ils utilisaient les ressources de la maison. Il existe de nombreuses techniques de décoration des œufs de Pâques. Les plus élaborées requièrent un certain niveau de compétence. Hrabovská utilise de la paille pour décorer ses œufs. J'utilise la technique de décoration de la paille, appelée œuf de Pâques Anna. Au fil du temps, les gens se sont déplacés et ont porté avec eux cette tradition qui s'est étendue à la région de Brno et même à Prague. Lorsque les gens aiment cette technique et qu'ils la font avec amour, ils l'emportent avec eux. L'astuce consiste à faire tremper le seigle dans de l'eau chaude, à le couper en deux et à gratter la pulpe. Les morceaux restants sont découpés en différentes formes. Ils sont ensuite collés en motifs sur l'œuf. Les motifs habituels sont des motifs géométriques ou des symboles chrétiens. La décoration des œufs est très ancienne car elle était utilisée comme cadeau, non seulement à Pâques, mais aussi pour les tombes humaines. Dans un site archéologique voisin, on en a trouvé un qui date de l'an 380. La décoration d'œufs est donc une technique très ancienne. Depuis son domicile, Madame Hrabovská a décoré des centaines d'œufs de Pâques. Elle les vend sur les marchés locaux et les expose lors d'ateliers. Pâques a eu lieu dimanche 9 avril. L'occasion pour le lapin de Pâques de faire une brève apparition. Andrew Thomas, NTD Actualité. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjing.com/fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous et de la part de toute l'équipe une excellente soirée sur NTD.